Le patron de l'ONU en visite au port d'Odessa. L'exportation de céréales ukrainiennes a repris début août. Antonio Guterres souhaiterait augmenter la cadence. La Russie rejette l'appel de l'ONU pour une zone démilitarisée autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de risquer une catastrophe nucléaire. Des orages meurtriers ont frappé plusieurs pays en Europe ce jeudi. Le point sur la situation dans ce journal. Portugal, Algérie, Russie, le nombre de feux de forêt relevés n'a jamais été aussi élevé dans le monde. Un point sur la situation dans notre journal. Le secrétaire général de l'ONU poursuit son séjour en Ukraine avec une étape clé, la visite d'Odessa, principal port ukrainien. L'exportation de produits agricoles a repris début août grâce à l'accord conclu entre l'Ukraine et la Russie, un accord essentiel pour la sécurité alimentaire mondiale. En moins d'un mois, 25 bateaux sont partis d'Odessa et d'autres ports ukrainiens, chargés de céréales et d'autres denrées alimentaires. Au total, ils ont transporté plus de 600 000 tonnes de produits alimentaires, du blé, du maïs, de l'huile de tournesol, du soja. Mais pour le patron de l'ONU, le rythme des transferts reste insuffisant. Alors que l'activité reprend ici, j'en appelle à la solidarité des pays riches pour qu'ils ouvrent leur portefeuille et leur cœur. Après tout, ces exports de céréales ne signifient pas grand-chose pour les pays qui n'en ont pas les moyens. Baisser les prix sur les marchés alimentaires mondiaux ne signifie pas grand-chose si ces prix ne reflètent pas les marchés alimentaires locaux. Pour augmenter la cadence des exportations, la question de la voie maritime reste cruciale. Les céréales ukrainiennes sont également acheminées par train vers la Pologne et la Roumanie, mais les volumes sont nettement inférieurs. Il y a une semaine, le navire Fulmar quittait l'Ukraine avec à son bord 12 000 tonnes de maïs, soit près du double de la capacité du premier train céréalier ukrainien, arrivé jeudi dans la ville roumaine de Galatie. Le blocage d'immenses quantités de céréales en Ukraine depuis le 24 février a provoqué une crise alimentaire mondiale. Une vingtaine de millions de tonnes de grains sont aujourd'hui toujours bloquées dans les silos des ports de la mer Noire. Faut-il craindre un nouveau Tchernobyl ? La question est au cœur du conflit en Ukraine alors que des bombardements quotidiens menacent la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia. L'Organisation des Nations Unies appelle à démilitariser la zone autour de l'usine, inenvisageable pour les Russes. Moscou indique qu'un retrait de ses troupes rendrait l'installation vulnérable aux provocations et aux attentats terroristes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé lui jeudi que l'usine ne devrait pas être utilisée dans le cadre d'opérations militaires. Tout dégât sur la centrale nucléaire de Zaporijjia serait, dit-il, un suicide. Une visite de l'usine par une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique pourrait avoir lieu début septembre. Nous discutons actuellement de cette question avec le secrétariat de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il est trop tôt pour donner plus de précisions sur les modalités de la mission. Ce sont des sujets très sensibles. Nous discutons et continuerons à discuter de tous les détails relatifs à cette intervention, du nombre de personnes à impliquer, du temps qu'elles passeront dans la centrale et de ce qu'elles y feront. Pour le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, il est urgent que cette visite soit autorisée. Il indique que le risque d'accident met en danger la population de l'Ukraine, mais également celle des pays voisins et de la communauté internationale. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de risquer de déclencher une catastrophe nucléaire. L'usine aurait été frappée 5 fois jeudi, y compris près de l'endroit où les matières radioactives sont stockées. L'Europe, traversée par une tempête meurtrière. Ici, dans le sud de l'Autriche, 3000 pompiers sont toujours mobilisés après l'orage de ce jeudi. Arbres déracinés par les bourrasques de vent, toits arrachés, les intempéries ont provoqué la mort de 5 personnes, dont 2 enfants, ainsi qu'une dizaine de blessés. Même paysage de désolation en Corse, où 5 personnes sont décédées et une vingtaine d'autres blessées en seulement quelques heures. Une cellule de crise interministérielle a été activée hier soir et l'état de catastrophe naturelle sera déclaré dès mercredi prochain pour aider les professionnels du tourisme. Car plusieurs campings ont été gravement dégradés, contraignant quelques 12 500 personnes à être hébergées en urgence pour la nuit. Ce vendredi, l'île de Beauté souffle enfin après la levée de la vigilance orange. Mais l'orage s'est ensuite déporté en direction de l'Italie où il a également été meurtrier. 2 personnes ont trouvé la mort en Toscane. De nombreux autres ont été gravement blessés par des toits arrachés ou des chutes d'arbres dans des campings en bord de mer.
L'état d'urgence a été déclaré dans la région ainsi qu'en Vénétie. En Europe, mais pas seulement, les services de secours n'ont qu'un objectif, venir à bout des feux de forêt. Après 2 jours de lutte, les pompiers sont parvenus à maîtriser le brasier en Algérie. Selon un bilan toujours provisoire, l'incendie a fait plus de 200 blessés et emporté au moins 38 personnes, dont plusieurs familles prises au piège dans cet autocar. 7 personnes sont mortes brûlées à l'intérieur de ce bus. La route était fermée. Regardez, il n'y avait pas d'échappatoire. Le feu a couvert toute la région. Parmi les victimes qui sont mortes à l'intérieur du bus, il y avait de jeunes enfants. Ils sont morts en se serrant les uns contre les autres. À des milliers de kilomètres en Russie, un épais nuage de fumée a recouvert la région voisine de Moscou. 800 hectares ont brûlé selon le gouvernement, 3300 selon l'association de protection de l'environnement Greenpeace. Le pays subit de plein fouet les conséquences des vagues de chaleur qui étouffent l'Europe depuis le début de l'été. En Espagne, la pluie et la baisse des températures ont offert un peu de répit aux pompiers et affaibli 2 incendies de taille dans la région de Valence au sud-est. Au total, en l'espace de quelques jours, 25 000 hectares ont pris feu et quelques 3 000 personnes ont dû être évacuées. De leur côté, les autorités portugaises ont déclaré ce jeudi qu'elles avaient maîtrisé un incendie de forêt qui, pendant près de 2 semaines, a ravagé un quart du parc national Serra da Estrela. Elles craignent toutefois une nouvelle vague de chaleur et une reprise de feu. En Sicile, enfin, c'est l'île de Pantelleria au sud du pays qui a été touchée. La trentaine de personnes ayant évacué par précaution a pu regagner son domicile. Le suspect de l'attaque contre Salman Rushdie a plaidé non coupable à 2 tentatives de meurtre et d'agression ce jeudi. Interrogé par le New York Post qui affirme l'avoir contacté en prison, Hadi Matar, américain d'origine libanaise de 24 ans, s'est pourtant dit surpris que l'écrivain britannique ait survécu à l'agression. Il a également accusé l'auteur des versets sataniques d'avoir attaqué l'islam et a déclaré avoir de l'estime pour l'ayatollah Khomeini qui avait lancé une fatwa contre Salman Rushdie en Iran en 1989. Un crime d'État, voilà comment a été qualifiée par une commission d'enquête la disparition de 43 étudiants au Mexique en 2014. Selon un rapport préliminaire, des militaires et des policiers mexicains seraient impliqués avec un cartel dans l'exécution des étudiants de l'école d'Ayotzinapa qui voulaient se rendre à Mexico pour participer à une manifestation. En Allemagne, un phare emblématique menace de s'effondrer. On l'appelle le Nordmall et une partie de la jetée sur laquelle il a été construit a coulé. Considéré comme un des monuments de Bremerhaven, la tour est désormais fermée au public. Le phare, qui a commencé à fonctionner en 1914, est un bâtiment classé depuis 2001. La circulation des bateaux a dû être modifiée. Une transhumance avec des brebis, le long de la future ligne de métro du Grand Paris. C'est ce qu'ont fait ces randonneurs à la découverte de l'histoire maraîchère de la Seine-Saint-Denis. Ça permet aussi de connaître la richesse de l'Île-de-France, qui on ne connaît pas. Peut-être aussi il y a des préjugés liés souvent à l'habitat, aux gens. Et d'un coup, quand vraiment vous revenez dans ces endroits, vous découvrez vraiment un autre visage. Découvrir l'autre visage de la banlieue, Saclay, Roissy, Chelles, des zones urbaines qui cachent pourtant des trésors naturels dont nous avons besoin. Cette nécessité de se mettre au vert s'est accrue avec le confinement et le réchauffement climatique. Justement, le métro du Grand Paris qui arrive va nous permettre d'accéder à ces espaces verts inconnus. Ce qu'on essaye d'imaginer, c'est des parcours piétons au vert dans les territoires de banlieue entre les futures gares. Le métro, ça sert à aller au boulot, mais ça va aussi servir à aller sur la coulée verte de Stein, dans le parc Valbon à la Courneuve, dans les forêts du 95 et du 93. Et c'est vraiment important de connecter les transports en commun de banlieue à la possibilité d'aller se mettre au vert. Ces marches permettent aussi de rencontrer des producteurs locaux et de mieux connaître leur travail. Selon cet éleveur, les mentalités ont changé ces dernières années. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de ventes. Il y a 15 ans, quand je faisais de l'agriculture urbaine, tout le monde dormait dans la salle, tout le monde rigolait. Aujourd'hui, on a gagné du terrain. Peut-être que dans 15 ans, on pourra parler vraiment d'élevage.
Depuis 2018, plus de 4000 personnes ont participé à ces randonnées à seulement quelques kilomètres de la capitale.